Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce lundi de Pentecôte et lendemain d'un très long week-end de sport automobile. Et vous allez le voir, l'actualité repart de plus belle aujourd'hui. C'est en effet il y a 30 ans que Monaco devenait officiellement le 183e État membre des Nations Unies, le 28 mai 1993 très exactement. Et des commémorations officielles auront lieu le 19 juin à New York. Mais pour marquer cet anniversaire presque jour pour jour, nous serons d'ores et déjà aujourd'hui avec l'ambassadeur représentant permanent de la Principauté aux Nations Unies, Isabelle Picot. Ils sont arrivés hier soir à Malte et les compétitions débutent dès aujourd'hui. 98 athlètes vont représenter Monaco aux Jeux des petits États d'Europe pendant une semaine. Dans ce journal, nous rejoindrons sur place les envoyés spéciaux de Monaco Info ainsi que l'un des deux chefs de mission, Mathias Raymond. Nous reviendrons également sur le beau week-end de course à Monaco avec une fréquentation très importante dans les rues, dans les tribunes et dans le ballet des bateaux en rade de Monaco. Nous sommes montés à bord du Blue Infinity One. Il propose un service éco-responsable et utilise un carburant vert. L'hommage à un grand pilote de Formule 1, Michael Schumacher, est au cœur d'une très belle exposition photo à la galerie Sotheby's. Le 28 mai 1993 restera une journée historique pour la Principauté. Ce jour-là, le drapeau monégasque est hissé sur le parvis du siège des Nations Unies à New York. Au lendemain, jour pour jour de cet anniversaire, nous recevons l'ambassadrice représentant permanent de Monaco aux Nations Unies, Isabelle Picot. Isabelle Picot, bonsoir. Bonsoir Patricia. C'était le 28 mai 1993. Monaco devenait le 183e pays-État membre des Nations Unies. Alors cet événement historique a eu non seulement une valeur très symbolique, mais c'était aussi une reconnaissance pour Monaco. Comme l'avait dit le prince Régnier dans sa première allocution après l'admission de Monaco à l'ONU, c'était la certitude de l'avenir de la principauté. Alors je pense qu'il faut se souvenir que la charte reconnaît l'égalité souveraine des États, mais également l'admission est prise par une décision de l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Monaco était pays observateur, membre observateur depuis 1956, je crois. Absolument. Là, c'est un engagement fort lorsque cette admission est finalisée. Ah bien sûr, puisque la Principauté n'avait pas attendu d'être État membre à part entière pour contribuer à des programmes spécialisés de l'ONU en versant des contributions volontaires, mais c'était surtout sa participation aux travaux de l'UNESCO. Donc c'est sur cette base que la Principauté était devenue observateur auprès de l'Assemblée générale. Et au cours des 3 dernières décennies, de quelle manière Monaco a pris une pleine part aux travaux de l'ONU, que ce soit les débats, les sommets, les différentes initiatives? Alors je crois d'abord ce qu'il faut rappeler, c'est que Monaco n'a pas commencé à œuvrer sur la scène internationale grâce au leadership de ses princes depuis des dizaines et des centaines d'années. Monaco faisait partie des relations internationales. En revanche, à l'ONU, ce qui nous a énormément aidé, et je veux rendre hommage ici à l'ambassadeur Boisson, secrétaire d'État honoraire, qui a ouvert la mission, puisqu'il était le premier ambassadeur à l'ONU, et ensuite il a ouvert également la mission auprès du Conseil de l'Europe. Donc on a été extrêmement aidés par cet engagement de la famille souveraine. En fait, pour les diplomates à la mission, c'est facile parce qu'il nous suffit en quelque sorte de suivre le leadership des princes et des princesses de Monaco. On pourrait parler aussi peut-être des objectifs pour le millénaire. C'était leur appellation au départ. Voilà. Mais il y a eu tant et tant de dossiers. Vous êtes accompagné dans cette mission permanente d'une belle petite équipe, d'une solide petite équipe. Quel est le profil des personnes qui travaillent à vos côtés dans cette mission et en quoi cela consiste de travailler pour Monaco à l'ONU ? J'ai beaucoup de chance parce que de toute façon c'est un travail d'équipe, à la fois à New York mais également avec nos collègues à Monaco. Donc c'est suivre des réunions. En général ils ont un profil relations internationales, droit, sciences politiques et chacun a des thématiques. On essaye que les diplomates puissent suivre les dossiers qui les interpellent ou les intéressent davantage, parce que, évidemment, quand quelque chose vous passionne, vous êtes plus productif. Je n'aime pas
dire non ni aux jeunes, ni aux organisations de la société civile. Donc, dans la mesure où Monaco donne énormément et est reconnu pour être un pays ami de tout le monde et défenseur des causes justes, les gens nous demandent. Donc, en plus de nos réunions à l'ONU, on accueille très souvent des organisations pour des événements parallèles à la mission. Un dernier mot, donc l'anniversaire, c'était hier, hein, l'anniversaire jour pour jour, mais des festivités, calendrier oblige, hein, seront organisées le 19 juin prochain. Quel sera le programme de ces manifestations? Alors nous avons le grand honneur que le prince souverain ait accepté que l'orchestre des carabiniers du prince se produise dans la salle de l'Assemblée générale. Donc nous aurons ce grand honneur et ensuite nous accueillerons les invités et amis de la principauté qui sont à New York ou qui viendront pour cette occasion et également nos collègues des missions pour une grande réception. Voilà, et puis le lendemain, l'orchestre des carabiniers du prince devrait se produire à Times Square avec l'orchestre du NYPD. Donc là aussi un geste symbolique fort, puisque le prince souverain, après le 11 septembre, était venu remettre un chèque à la mairie de New York. Donc c'est notre ville haute et c'est bien. C'est beaucoup de travail, mais j'espère un beau succès parce que c'est historique pour nous, mais également pour les musiciens de l'orchestre. Voilà, les 19 et 20 juin prochains. Merci beaucoup Isabelle Picot. Mais merci de m'avoir accueillie. Et nous serons bien sûr à New York le 19 juin prochain pour vous faire vivre ces célébrations. L'autre grande actualité du jour, c'est l'ouverture aujourd'hui à Malte des Jeux des petits États d'Europe. Après une pause forcée en 2021 en raison de la crise sanitaire et l'annulation de l'édition en Andorre, ces Jeux font leur grand retour. Cette compétition omnisport qui réunit les pays de moins d'1 million d'habitants et qui a lieu tous les 2 ans se déroule cette année à Malte. Avant de recevoir l'un des chefs de mission de la délégation monégasque, Mathias Raymond, rejoignons sur place Émilie Rousseau. Bonsoir Émilie, ce n'est pas la première fois que Malte accueille ces JPE. En effet, Patricia, après 1993 et 2003, c'est la 3e fois que Malte accueille les Jeux des petits États d'Europe. Plus de 1300 athlètes et officiels sont attendus cette semaine sur cette île méditerranéenne pour un programme sportif unique, puisque pour la première fois, le basket 3-3 et le rugby à 7 vont faire leur apparition en compétition. Pour cette 19e édition, 97 athlètes porteront haut les couleurs de la principauté. La délégation est arrivée dimanche soir. La compétition a déjà débuté pour certains, mais c'est bien ce soir que le coup d'envoi des Jeux sera donné en présence de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Il a toujours tenu à faire le déplacement pour soutenir la délégation et sa présence aujourd'hui est très attendue. Le souverain se rendra d'ailleurs sur les différents sites demain pour encourager les Monégasques qui ont de belles ambitions. On rappelle le record de médailles à l'extérieur établi en 2019 au Monténégro, 47 dont 15 en or. À noter que ce soir, la délégation monégasque sera emmenée par 2 porte-drapeaux. Ulrika Quist, 6 Jeux des petits États d'Europe à son actif, et le joueur de tennis Luca Catarina. Merci Émilie, vous le mentionniez, la délégation monégasque est arrivée hier soir à Malte, mais les 2 chefs de mission de Monaco, Mathias Raymond et Damien Desprats, sont présents sur place depuis jeudi dernier pour faciliter au mieux l'accueil des athlètes, mais aussi les mettre dans les meilleures conditions possibles. Mathias Raymond est justement avec nous en duplex depuis l'hôtel de la délégation. Bonsoir Mathias Raymond. Bonsoir. Tout le monde est bien arrivé, tout le monde est bien installé ? Ça y est, c'est officiel, tout le monde est bien arrivé et bien installé. Vous êtes arrivé, vous, dès la semaine dernière à Malte. Quel va être votre rôle pendant toute la durée de ces Jeux ? Alors effectivement, on est arrivé avec Damien Desprats, qui est également chef de mission sur cette compétition, jeudi dernier déjà. Et depuis notre arrivée, on n'a pas beaucoup perdu de temps, puisqu'il a fallu faire énormément de choses, notamment essayer de résoudre les quelques problèmes avec les hébergements qu'on a pu rencontrer, puisqu'on est dans un hôtel avec toutes les autres délégations. Et donc c'était un très très grand défi pour les managers et les gérants de l'hôtel de pouvoir accueillir plus de 1000 personnes. On a réussi, avec beaucoup d'interlocuteurs, à trouver les solutions qu'il fallait, tout ça pour que tout soit prêt hier soir pour accueillir nos athlètes et nos officiels. Oui, 98 athlètes, plus les officiels. C'est une délégation au total d'un peu plus de 130 personnes, ce n'est pas rien. Les demandes et ajustements peuvent être très divers ?
Oui, effectivement. Alors là, évidemment, les premières demandes qu'on a eues, comme l'hôtel est tout juste terminé de sa construction, c'était vraiment des demandes qui étaient assez pratiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'eau chaude, on a des problèmes d'électricité. Et donc là, c'est vraiment du coup appeler le manager pour faire en sorte que ça soit résolu, surtout pour que nos athlètes soient dès le début dans les meilleures conditions pour se reposer et pour se mettre dans l'ambiance de la compétition. Alors vous êtes chef de mission, Mathias Raymond, mais je peux également vous appeler monsieur le secrétaire général depuis ce matin. Oui, absolument, c'est gentil, merci. On a eu l'Assemblée générale de notre organisation ce matin, à laquelle a participé notre secrétaire général du comité olympique, Madame Lambin-Berty. Et donc ma candidature avait été présentée par le comité olympique monégasque et à l'issue d'un scrutin assez serré, j'ai réussi à l'emporter sur mon adversaire maltais, qui est le secrétaire général du comité olympique de Malte. C'est donc voilà, à la faveur de 5 voix contre 4 et je suis désormais le nouveau secrétaire général de l'organisation. Et quelle mission vous incombe ? Le principal enjeu à court terme va être de remettre en place des cadres et des lignes directrices dans l'organisation de la manifestation, de sorte à ce que, comme vous le savez, les organisateurs qui se succèdent tous les 2 ans puissent avoir vraiment un guide des choses à faire et des choses à respecter dans l'organisation, faciliter leur travail et surtout garantir un niveau constant de prestations, que ce soit au niveau sportif ou au niveau de l'accueil des participants. Mais je ne doute pas que ça va être un travail passionnant et qu'on arrivera à mener à bien. Voilà, plusieurs casquettes pour vous sur ces Jeux. Et puis, vous avez été athlète, vous avez participé à des Jeux olympiques, à des Jeux méditerranéens. Pourquoi sont-ils si différents et si importants pour les sportifs de Monaco, ces Jeux des petits États d'Europe ? C'est vraiment une compétition qui nous permet de faire participer l'ensemble de la population sportive de Monaco, c'est-à-dire les athlètes et les entraîneurs qui font vraiment vivre les associations sportives au quotidien, puisque le règlement nous autorise à inscrire au sein de notre délégation les athlètes qui sont de nationalité étrangère, soit résidant à Monaco, soit résidant dans les communes limitrophes. Et donc par ce fait, ça nous permet vraiment d'avoir un contingent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est très élevé, plus de 90 athlètes, et surtout donc de refléter vraiment la vitalité sportive de la principauté, ce qui est une bonne chose. Le fait de vivre en communauté, de porter l'uniforme du comité olympique, d'entendre l'hymne quand on gagne la première place, c'est autant de choses qui comptent, je pense, dans la carrière d'un athlète, et c'est pour ça que c'est un moment très important pour nos athlètes ici. Oui, parce que ces Jeux, c'est vrai, sont pourvoyeurs de médailles en plus. Et puis vous avez le plus grand des supporters, le prince Albert II, qui est aux côtés des athlètes, comme toujours. Il va passer 2 jours sur place. Oui, absolument, ça sera un passage éclair, mais un passage quand même, et on est très heureux de pouvoir l'accueillir. Pour ça, donc, on organisera une traditionnelle rencontre avec les athlètes, ce qui est toujours un moment aussi un petit peu émouvant pour nous tous, puisque c'est quand même notre chef d'État qui fait l'effort de se déplacer pour nous témoigner de ses encouragements. Donc c'est apprécié vraiment à sa juste valeur. Et puis après, il fera l'honneur à certains athlètes d'aller les encourager directement sur les sites de compétition. Donc c'est toujours une raison de plus pour ces athlètes de se surpasser. Émilie Rousseau nous le disait, c'est la 3e fois que Malte organise des Jeux des petits États d'Europe. Quelle est l'ambiance là au premier jour ? Alors au premier jour, ambiance au moins ici à l'hôtel complètement dans la compétition, puisque toutes les délégations sont arrivées, donc on a tous les uniformes qui passent, le Luxembourg, le Liechtenstein, l'Islande, donc on est vraiment, ça y est, dans l'esprit de compétition. Après, le premier jour est généralement assez occupé, puisque toutes les différents sports ont déjà des réunions techniques, ont déjà des entraînements ou pour certains des compétitions qui commencent. Chacun va qu'à ses propres occupations. Nous, en tant que chef de mission, on essaye toujours de veiller à ce que tout se passe bien et on en attend donc la fin de journée et la cérémonie d'ouverture de ce soir pour tous se retrouver et pouvoir débriefer après cette première journée. Voilà, une cérémonie en direct sur Monaco Info pour ceux qui souhaiteraient pouvoir partager ce moment ici à Monaco. Merci Mathias Raymond pour ce témoignage en duplex de Malte où vous accompagnez les athlètes de la délégation monégasque. Et je vous le rappelle donc, ce rendez-vous quotidien sur Monaco Info à midi, le débrief des Jeux des petits États d'Europe avec Émilie Rousseau et Frédéric Hélion. Rediffusion à 19h30, notamment après le journal, et à partir de mardi, car le lundi, vous le savez, à 19h30, ce sont les experts foot ou basket, et cette semaine, en l'occurrence, place aux experts basket alors que la Roca Team entame les demi-finales du championnat de Betclic Elite face à Bourg-en-Bresse. La principauté a été en ébullition tout au long du week-end. Le Grand Prix de Formule 1 a attiré énormément de monde à Monaco, peut-être même plus que jamais. Les chiffres de fréquentation nous le confirmeront ou non dans quelques jours. Mais cette édition 2023 restera dans les annales avec la 2e victoire sur le circuit monégasque de Max Verstappen. Une très belle course suivie par des milliers
milliers de spectateurs, par beaucoup de célébrités, mais aussi par la famille princière qui a été sur tous les fronts. Le couple princier a assisté dimanche soir à la grande soirée de gala qui clôture ce week-end de festivités. Cela se passait au Sporting. Auparavant, le prince Albert II et la princesse Charlène s'étaient rendus samedi à la tribune, mise chaque année à disposition de l'association monégasque des handicapés moteurs par l'Automobile Club. Située sur les remparts du Rocher, elle a une vue imprenable sur le circuit. Et puis les carabiniers, eux aussi, ont pleinement pris part à cet événement. L'orchestre a notamment été présent avant et après la course, et les motards des carabiniers, quant à eux, ont eu l'honneur d'ouvrir la voie aux pilotes sur la piste juste avant la course. Un cortège très symbolique alors que l'on célébrait cette année le 80e anniversaire du Grand Prix. Et c'est au guidon de leur toute nouvelle moto, des BMW 1250 XT livrés en mars, qu'ils ont effectué ce tour. Il n'y a pas que les rues de Monaco qui ont été très fréquentées ce week-end. Dans le port, c'est un ballet incessant de bateaux auquel on a pu assister. Et parmi les yachts à quai, l'un d'eux a particulièrement attiré notre attention. Il propose des services éco-responsables. Le reportage de Crisinda Tomel et Alexa Vial. Glamour et sensations fortes rythment chaque année le Grand Prix de Monaco. La course est l'une des plus prestigieuses du calendrier de Formule 1 et pour profiter de ces sensations fortes, certains n'ont pas hésité à vivre cette expérience au plus près de l'asphalte. C'est pourquoi de nombreux super yachts proposent tous les ans leurs services. Que ce soit pour une journée, une soirée ou plusieurs jours, ces palaces flottants regorgent d'idées, tout comme le Blue Infinity One qui, en plus d'offrir une expérience ultime, proposer un service éco-responsable pour le bien de la planète. We have changed to e-fuel. We use HVO 100 because the carbon emission, CO2 emission is about 90% less compared to fossil diesel. So we think it's a first step in the right direction. And we carry out some trials in the next few months and hope that at least next year we will have a carbon-free company in which we can offer yachting as a very sustainable project. Les matières premières utilisées pour produire ce biocarburant ont stocké de leur côté du CO2 déjà présent dans l'atmosphère par photosynthèse. Ainsi, une partie des émissions de CO2 liées à la combustion du carburant est compensée. Il est également produit à partir de déchets et de résidus qui offrent une solution alternative à l'emploi de ressources agricoles et s'inscrivent dans une démarche globale d'économie circulaire. Et avant de refermer ce chapitre consacré au Grand Prix de Formule 1 et à ses à côté, un coup de projecteur sur une très belle exposition photo qui est consacrée à l'une des légendes de la Formule 1, le pilote Michael Schumacher. Elle a déjà attiré de nombreux fans à la galerie Sotheby's. Crisinda Tomel et Jean-Alexandre Dordet vous en livrent un avant-goût. L'intimité derrière la vitesse, cette exposition qui dévoile des tirages inédits de Michael Schumacher réalisés par la photographe allemande Vanessa von Zitzewite, des photos prises dans l'intimité dans les coulisses des courses de Formule 1. C'était en 1998. Monsieur Todd m'a autorisé à venir sur 3 Grands Prix en backstage parce que ce qui m'intéresse toujours moi, c'est de photographier pas ce qu'on voit habituellement, mais vraiment d'avoir des moments qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et donc j'étais à Barcelone, j'étais à Monza et j'étais à Monaco en backstage avec l'équipe Ferrari. Et c'était des moments incroyables parce qu'aujourd'hui, de voir certaines des images, ce serait impossible d'avoir un photographe photographier ce genre de moments intimes. Je vois que ce n'est pas les photos qu'on a l'habitude de voir dans la presse normale. Et c'est très touchant de voir Michael Schumacher qui est en train de parler, on imagine, avec sa famille dans une circonstance relaxe. Un moment intime de Michael Schumacher capturé sur la pellicule, un tirage qui sera d'ailleurs vendu aux enchères en ligne durant toute la durée de l'exposition. C'est un tirage unique que Vanessa von Zitzewite a fait pour l'occasion de cette exposition et qu'elle donne pour la fondation de Schumacher qui s'appelle Keep Fighting.
Et donc voilà, c'est un tirage, une opportunité unique avec elle de faire, au-delà de la collaboration de l'exposition, d'offrir un tirage pour cette cause. Photographiée au sommet de la carrière du pilote allemand, l'exposition capture une sélection de moments intimes et fugaces. Entre douceur et tendresse, le talent et la générosité de Michael Schumacher sont mis à nu. Une exposition à découvrir jusqu'au 25 juin à la galerie Sotheby's, au 20 avenue de la Costa. Monaco qui a brillé par-delà les océans aussi ce week-end avec le nouveau record du monde établi par la team Malizia, engagée dans la 5e étape de l'Ocean Race. Le bateau qui navigue sous les couleurs du Yacht Club, avec à sa barre Boris Herrmann, a parcouru 641,13 milles nautiques sur 24 heures, soit le nouveau record du monde en monocoque sur 24 heures. Nous avons vécu ce week-end un Grand Prix entre soleil et pluie. La météo de début de semaine aujourd'hui n'a pas été plus constante. À quoi pouvons-nous nous attendre demain mardi, Yannick de Beuvert ? Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Le temps restera instable ce mardi en principauté avec d'abord un plein soleil dans la matinée, mais petit à petit des nuages orageux s'installeront dans l'après-midi. Les températures sont très douces avec 18 degrés au lever du jour et 24 pour la maximale. En ce mardi 30 mai, il faudra souhaiter une bonne fête à tous les Ferdinand. Voilà pour les couleurs du temps qui restent décidément très instables en ce mois de mai. Ce journal s'achève. La série de photos de fin d'édition est consacrée à l'arrivée à Malte de la délégation des sportifs de Monaco qui vont prendre part aux Jeux des petits États d'Europe. Des clichés signés Manuel Vitali. Je vous retrouverai avec grand plaisir demain à 19 h. Très belle soirée à vous.